Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre rendez-vous quotidien décryptage de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Jeudi 11 juillet 2019 était date butoir pour la commission Elundu et Soba de remettre sa copie créée le 11 juin 2019 par le Premier ministre Chief Dr. Joseph John Gouté. Cette commission d'enquête technique composée de 14 membres issus de diverses administrations était chargée de faire la lumière sur l'incendie qui a ravagé 4 des 13 unités de production de la Société nationale de raffinage dans la nuit du 31 mai au 1er juin dernier. Les premières informations feraient état de ce que l'entreprise, au moment de l'incendie, n'avait pas renouvelé sa police d'assurance. Un déficit de célérité de la part de certains responsables de la Sonara dans le traitement des engagements financiers, les liant à certaines compagnies d'assurance. Et qu'il en soit, c'est 20h, la grande édition d'information, tout de suite après le débrief. Mais avant cela, et tout de suite, le fait du jour. Incendie à la Sonara, le temps des responsabilités. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec, fois de plus, André-Marie Dibamou. André-Marie, bonsoir et bienvenue à toi là. Bonsoir, c'est Jalon Otou. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. Voilà, André-Marie Dibamou, journaliste, écrivain, internationaliste aussi. Tout à fait, écrivain, essayiste surtout, avec cet ouvrage Facebook, nous en sommes, puisque c'est à partir de Facebook que vous dites comment faire, appris, comment réussir sa vie d'internaute. Parce que c'est une vie dans une question, en quelques lignes. Oui. La réponse est comment faire donc pour réussir sa vie? Il faut simplement être vrai sur Internet et ne pas avoir de faux profils. Il faut ne pas nuire également à autrui, parce qu'Internet sert à s'informer. Moi, j'ai appris l'incendie de la Sonara grâce à Internet. Et voilà, je sais pas, on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, permettez-moi néanmoins, dans mon propos introductif, d'adresser mes sincères condoléances à Patrice Atchofi, qui a perdu sa maman il y a 2 jours. C'est un frère de chez nous, donc par solidarité, je voudrais lui dire. Je voudrais également saisir cette occasion pour dire que dans la ville de Douala, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a procédé à l'installation du recteur de l'université. Donc c'est un moment très important également de la vie éducative de notre pays. Donc pour revenir au sujet sur la Sonara, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est pourquoi vous êtes là, on en parle. On en parle alors. Ouais, tout à l'heure. Juste à côté de vous, Edmond Kuaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Orlin, bonsoir à tous ceux avec qui j'ai l'honneur de partager votre panel ce soir. Bonsoir à mon grand frère que je vous laisse le soin d'introduire tout à l'heure. Bonsoir également à celui qui a pris la parole avant moi. Oui, André-Marie Dibamou. André-Marie Dibamou, oui. Bonsoir, et c'est bonsoir surtout à tous ceux qui, n'est-ce pas, qui en ont fait un devoir de rester scotchés derrière le petit écran chaque jour à suivre cette émission qui est devenue, je vais dire, une légende. Et bonsoir à tous les techniciens. C'est toujours un plaisir d'être convié à ce plateau. Voilà, ils sont là, c'est grâce à eux que nous sommes regardés comme ça dans... Bien sûr. Voilà. Joseph-Marie Elundu, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Otou, et merci pour l'invitation. Oui. Pour être comme le vieux Baya que j'ai rencontré il y a quelques années à Garaboulaye, lorsque on va imiter un peu en faisant un petit propos introductif, pour dire que lorsque nous venons sur ce plateau, nous sommes dans un processus d'apaisement. Nous sommes une génération qui a les 2 pieds dans les 2 régimes qui ont gouverné le Cameroun. Nous pensons que nous sommes un repère pour la jeune génération. Et ici, nous nous adressons à vos millions de téléspectateurs dont les joutes verbales entre panélistes, pour ma part, ne m'intéressent pas. Okay. Voilà à peu près comment je voudrais me comporter au cours des 2 heures qui suivent. Ok. Voilà. Je reste avec vous, Joseph-Marie Elundu. L'incendie est survenu dans la nuit, entre 31 mai au 1er juin. Et tout de suite, il y a eu la descente du ministre
la tutelle technique, le ministre de l'eau et de l'énergie, qui a conduit une forte délégation à Limbé. Après, il y a eu la création de cette commission qui porte, on va l'appeler comme ça, commission Eloudou et Somba, le 11 juin. Après, on a appris que certains responsables de la Sonara avaient été interpellés sur cette méthode. Comment comprendre ça? Tout de suite, avant même que les enquêtes n'aient livré leurs premiers résultats. Pourquoi interpeller les responsables d'une entreprise comme celle-là? Je suis également quelque peu interloqué par la méthodologie qui a conduit, ce qui a finalement abouti à une enquête. Et je pense que nous avons chez nous la présomption d'innocence qui doit prévaloir à tous les niveaux. Et notamment dans le cas d'espèce, ce sont des responsables de très haut niveau dans cette entreprise. Qui ont des domiciles connus. Des domiciles connus, donc on ne s'attendrait quand même pas à ce qu'ils prennent la fuite. Bon, maintenant, peut-être que dans les investigations secrètes, on les aurait soupçonnés de quoi que ce soit. Bon, sauf si c'est possible. Vous savez, il y a la face visible et puis la face cachée des affaires. Mais moi, je pense que il y a comme une précipitation dans cette affaire et comme une recherche effrénée des responsables qui, avec une orientation précise sur des présomptions de responsabilité. L'enquête, à mon avis, a duré à peine, on a donné 30 jours, mais le temps de préparation, l'enquête n'a pas duré 3 semaines. Et puis, à mon avis, il y a eu trop de police dans cette affaire, trop d'investigations, de gendarmerie, etc. Et que sur le plan technique, l'expertise ne s'est pas exprimée dans la recherche des véritables problèmes qui auraient été à l'origine de cet incendie. Mes enquêtes personnelles également montrent que, en réalité, chez nous, nous avons l'habitude de ne pas regarder là où nous avons trébuché. Et on regarde là où on est tombé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Lions Indomptables. Dès qu'on est tombé, on a chassé l'entraîneur, sans qu'on essaie de voir tout l'environnement du projet. La Sonara, en 10 ans, a vu par exemple le budget de formation de son personnel passer, je crois, de 1 milliard à 90 millions, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que déjà, l'entreprise n'était plus prise en main sur le plan technique organisationnel de manière structurée depuis des années. Et d'année en année, il y a eu cette dégénérescence organisationnelle et managériale qui, ma foi, peut déboucher sur une situation, une tragédie comme celle que nous avons vécue pour cette entreprise. Et je pense d'ailleurs, lorsqu'on évoque la question de l'assurance, l'assurance vient bien après l'incendie. Ça veut dire qu'en fait, on nous brandit l'incendie, l'assurance comme étant le principal problème. L'assurance, en réalité, vient après l'incendie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on en parle tout à l'heure. Je pense que c'est vers cela qu'il faut... Oui, Edmond Kuaté, il y a quand même beaucoup d'observateurs ont relevé que les choses... Et Joseph Marie l'a relevé qu'en moins de 30 jours, on avait déjà... La commission Eloudou avait déjà livré son rapport. C'est quand même nouveau. On s'est plaint à un moment que lorsqu'on veut noyer une affaire au Cameroun, on crée une commission d'enquête. Mais là, sur ce fait-là, avant les délais prescrits, la commission Eloudou avait déjà livré son rapport. Je ne suis pas particulièrement impressionné par la vélocité avec laquelle cette commission a travaillé et a rendu, n'est-ce pas, sa copie. Je ne suis pas impressionné. Je n'irai pas jusqu'à croire, comme Joseph Marie, qu'il y aurait une politique, n'est-ce pas, de bouc émissérisation, c'est-à-dire la recherche à tout prix des boucs émissaires. Je voudrais quand même, vous me permettez, faire un petit regard, n'est-ce pas, sur des faits antécédents, ou alors un enchevêtrement de faits, moi qui me laisse un peu interrogateur. Vous savez... je voudrais dire, parce que Joseph Marie a souligné quelque chose, c'est-à-dire que le budget, n'est-ce pas, de la formation du personnel est passé de 1 milliard à près de 90 millions. Et je voudrais également dire qu'il faut savoir une chose, c'est que le contrat d'assistance technique qui liait la Sonara à
Total, qui avait été signé, je crois, en 1978, était arrivé à terme depuis 2013. Et depuis 2013, on a introduit plusieurs parapheurs, n'est-ce pas, chez le président de la République, lui demandant le renouvellement, n'est-ce pas, de ces accords. Il a estimé que les Camerounais avaient suffisamment été formés pour prendre l'expertise requise en termes d'électricité, en termes de mécanique et tous les pans, n'est-ce pas, techniques, n'est-ce pas, qui accompagnent les activités de la Sonara au quotidien. Il estimait que les Camerounais avaient l'expertise requise, vu, n'est-ce pas, la cuvée des ingénieurs qui sortent de Polytechnique et même ceux qui se font former à l'extérieur tous les jours. Il estimait que ce n'était pas nécessaire, n'est-ce pas, de renouveler ce contrat d'assistance technique qui, il faut le dire, coûtait énormément cher au Cameroun. Alors, moi, ce qui nous a également surpris, c'est quand même de constater, peut-être beaucoup ne l'ont pas relevé, que la Sonara a brûlé la même semaine où la société de raffinerie de la Côte d'Ivoire avait également pris feu, et beaucoup ne l'ont pas constaté, mais dans le même laps de temps, la Sogara, c'est-à-dire la société gabonaise de raffinerie, a été fermée la même semaine. Mais plus curieux encore, c'est que Total a annoncé, juste après ces entrefaits, a annoncé un important, n'est-ce pas, stock de carburant, de produits pétroliers disponibles au Togo. Il faut savoir que le Togo n'est ni producteur de pétrole, ni n'a de raffinerie. Donc, on se pose quand même des questions. C'est des faits qui sont liés. On ne comprend pas comment est-ce que, n'est-ce pas, Total réussit à quand même constituer un stock important. Ils l'ont dit, à même de ravitailler toute la sous-région et pendant une longue période. Ça nous interroge. Je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit, mais je dois également souligner que Total n'avait pas été très content du non-renouvellement de son contrat par le chef de l'État. N'avait pas été content. Je n'accuse personne, je n'élève le doigt accusateur vers personne, mais je dis il y a quand même qu'il y a un enchevêtrement de faits qui coïncident et puis qui, ma foi, me laisse un peu interrogateur. Mais non, revenons-en à la question même, n'est-ce pas, de l'enquête. Vous savez, au lendemain de l'incendie, ce qui a calmé les gens, c'était de dire une société comme Sonara, forcément, a une police d'assurance conséquente. C'est-à-dire que le premier risque dans une société, dans une raffinerie, c'est l'incendie. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas souscrire à toutes les polices d'assurance, mais au moins l'assurance incendie, c'est le premier risque, n'est-ce pas, qu'on peut entrevoir dans une société comme la Sonara. Donc, tout le monde était tranquille en se disant, la bourse, n'est-ce pas, de l'État camerounais ne va pas beaucoup en pâtir parce qu'au moins, il y a une police d'assurance. Mais très vite, nous avons reçu l'information suivant laquelle la Sonara n'avait pas renouvelé, n'est-ce pas, sa police d'assurance. Et des gens nous ont dit, c'est une information qu'il ne faut même pas mettre dehors parce que ce n'est même pas vraisemblable. Nous sommes restés tranquilles jusqu'à ce qu'il y ait une fuite d'informations sur les réseaux sociaux par un activiste, n'est-ce pas, très important. Et nous avons dit, attention, il faut faire gaffe. Et les gens ont vite fait des démentis parce que il nous a été rapporté que c'est au lendemain de l'incendie que la Sonara a viré l'argent, n'est-ce pas, attendu par Artiva pour renouveler sa police d'assurance. Ça, c'est l'information qui nous avait été parvenue. Si c'est le cas, c'est très grave parce qu'une société comme la Sonara, ce n'est pas la société d'assurance locale qui assure, parce que ça demande de la réassurance et qui très souvent est fait à l'extérieur parce qu'il n'y a pas suffisamment, n'est-ce pas, une société d'assurance suffisamment lourde localement pour porter une telle assurance, donc ça demande de la réassurance. Et il y a une procédure pour que les réassureurs puissent prendre en compte, il faut que ça se fasse à temps. Donc, si ça avait été le cas, si cette information, nous l'avons dit en son temps, était vérifiée, c'est que c'est au gouvernement camerounais, à l'État camerounais, n'est-ce pas, de triturer sa bourse pour pouvoir trouver les moyens, parce que l'assurance n'étant pas, n'est-ce pas, réactivée, il fallait que l'État camerounais triture sa bourse pour pouvoir trouver les fonds pour la reconstruction de la Sonara. Eh bien, chemin faisant, les faits nous ont donné raison. Il s'avère effectivement authentique que la police d'assurance de la Sonara n'était pas renouvelée. Cela
n'est-ce pas, s'est confirmé avec, comme vous l'avez dit, une série d'interpellations. On a interpellé un certain nombre de hauts cadres de la SONARA et très dernièrement encore, j'ai vu personnellement une convocation, n'est-ce pas, conjointe gendarmerie et commissariat. C'était le commissaire et le commandant qui, n'est-ce pas, convoquaient dans la salle de réunion de la SONARA le directeur d'Activa avec ses collaborateurs en présence du directeur général, notamment précisément sur la question du non-renouvellement de l'assurance, de la police d'assurance de la SONARA. Les faits sont avérés, c'est vrai, la police, la SONARA n'avait pas renouvelé sa police d'assurance, il faut le dire. Honnêtement, c'est le cas. Et dans ce cas, maintenant, je crois que les interpellations, c'est pour rechercher la responsabilité. Qui avait le devoir, n'est-ce pas, de s'occuper du renouvellement? Est-ce que c'était le directeur général? Est-ce que c'était ses collaborateurs? Est-ce que c'était un département précis? Est-ce que la responsabilité incombait à un groupe de personnes? Je crois que les enquêtes qui ont été, n'est-ce pas, je vais dire, entamées par, je vais dire, la gendarmerie et la police, et les interpellations qui ont ponctué, n'est-ce pas, cela, nous dirons certainement davantage. Mais ce qu'il faut le dire de manière péremptoire, c'est que à la date de l'incendie, la SONARA n'avait pas renouvelé sa police d'assurance. André-Marie Dibamou, comment comprendre qu'un mastodonte comme celui-là, qui vit avec le risque, comme a dit Edmond Kuaté, puisse l'incendie arriver? Comme on dit, c'était pas prévu, mais l'incendie est survenu le 31, la nuit du 31 au 1er. On n'a pas renouvelé l'assurance. Comment comprendre ça? Qu'une structure comme celle-là puisse en arriver à ce stade? Très bien. Je n'aurais pas la prétention d'avoir la réponse à cette question, mais je voudrais m'interroger sur les process. Comment ça fonctionne à la SONARA, comment ça fonctionne dans les compagnies d'assurance, comment ça fonctionne au niveau de Total, parce que j'ai suivi mes copanélistes, ils sont d'avis sur ce qu'il y a des responsabilités partagées. Les uns ont pensé que c'était les infrastructures qui n'avaient pas été renouvelées, l'entretien notamment, le contrat avec Total et le budget qui a été amoindri, passant d'1 milliard à 80 millions, c'est plus que le 10e. Donc les responsabilités seraient donc à ce niveau. Et il ne nous a pas échappé également que le ministre de l'Énergie, au lendemain de cet incendie, a dit qu'il s'agissait d'une origine technique. C'est-à-dire que d'emblée, on aurait pu ouvrir le débat ou lancer le débat sur l'origine technique. Mais ce que moi, cela m'a inspiré à ce moment-là, c'était de savoir une origine technique peut être humaine ou naturelle. Alors l'origine technique tient lieu, si je m'en tiens à M. Kamsu, Edmond Kuaté, excusez-moi, si je m'en tiens à lui, il s'agit de la vétusté des installations. Et ce que depuis 2013, nous n'avons pas renouvelé le contrat avec Total. Et ça, c'est très grave. Vous posiez la question de comment on vit avec le risque. Tous nous vivons avec le risque, ça c'est clair. Et c'est pourquoi je questionne l'efficacité et le professionnalisme de la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, est-ce que c'est une assurance mensuelle? Parce que le drame, je ne suis pas à la catastrophe, parce qu'on en était presque. Et je ne suis pas non plus comme monsieur Jean-Marie au niveau... Joseph-Marie, Joseph-Marie Elundou, lui... Il ne parlait pas de drame, il était au niveau d'une catastrophe, d'une tragédie. Bon, il n'y a pas eu de mort, je crois. Il n'y a pas eu de mort. C'est pourquoi, au lieu de la tragédie, je parlerai d'un drame au niveau de la SONARA. Mais il faut éviter cela. Et c'est ça qui est très important. Vous parliez de responsabilité. Moi, je l'ai situé à plusieurs niveaux. Je pense que la compagnie d'assurance, dans les contrats d'assurance, vous dit tacite reconduction. Ça veut dire que on n'attend pas le sinistre pour être assuré. Ça, c'est d'un. De deux, les compagnies d'assurance n'assurent pas les incendies d'origine criminelle. Et pourtant, la mission de la commission d'enquête est de vérifier si l'origine est criminelle ou naturelle. Parce qu'en cas de criminalité dans les origines, d'ailleurs la scène du crime, qui est la SONARA, offre des indices en la matière. En cas de cela est prouvé qu'il s'agit d'une origine
humaine et donc criminelle, intentionnelle, la compagnie d'assurance n'a pas de responsabilité. Je crois qu'on est allé un peu vite en besogne. Alors, vous posez également la question du timing, c'est-à-dire que nous sommes à quoi? Moins d'un mois. Mais écoutez, on a tous les éléments. Et d'ailleurs, vous avez parlé des experts. L'expertise est technique. Mais non, est-ce que le rapport qu'ils ont rendu est destiné à la presse? Parce qu'il y a un rapport qui doit être destiné à la presse, et un rapport qui doit être destiné aux médias, et un rapport qui doit être destiné au public, et un rapport qui est destiné à la hiérarchie. La commission du ministre fait son rapport pour les services du Premier ministre. Et maintenant, les services du Premier ministre peuvent mettre à la disposition de la presse. Et à ce moment-là, on peut commenter les rapports de cette commission, c'est-à-dire l'expertise de l'expertise. Parce que l'expertise technique a les compétences de sa compétence. Mais il y a une autre expertise politique, c'est-à-dire que le rapport technique établit les responsabilités, mais le rapport politique peut s'élever au niveau de la sous-région, c'est-à-dire en élarguant les responsabilités individuelles pour accuser par exemple une compagnie multinationale qui était chargée, qui était censée veiller à cela. Mais vous avez relevé également, cela est passé de manière anodine, que au même moment au Gabon, au même moment au Togo, en Côte d'Ivoire, autant pour moi, et au même moment au Bénin, mais c'est des pays d'Afrique. C'est pour cela qu'il y a un lien entre l'âge de ces installations et la question du renouvellement de nos ressources énergétiques. Moi, je veux me mettre au diapason du débat. Là, vous l'avez laissé. Parce que vous avez déjà élargi les responsabilités des responsables arrêtés. Ils bénéficient d'une présomption d'innocence, l'a dit mon co-panéliste Joseph-Marie Elundou. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, laissons la justice faire son travail. Mais au niveau macro, il faut établir des responsabilités historiques. Parce que la prise en charge, par exemple, de ces installations relève d'un contrat, il a dit, qui date des années 60-70, qui devrait être renouvelé. Mais aujourd'hui, on dit, est-ce que le ministre recherche des boucs émissaires? Non, il cherche des raisons valables. Mais est-ce que nous, à notre niveau, on a des raisons de prendre en charge des installations comme celle-là? Oui, on a de l'expertise. Chaque année, des gens sortent de Polytechnique. Mais où est-ce qu'ils vont? Mais il faudrait également que dans ce rapport, on nous dise, par exemple, que ces gens vont chercher de l'emploi ailleurs et qu'ils finissent parfois morts dans les routes du désert. Et pourtant, on a besoin d'eux ici. Des experts en incendie, il y en a qui partent ici, n'ont même pas le CP, mais quand ils arrivent en Europe, ils se forment. Donc, à ce niveau, il y a une responsabilité pédagogique de l'administration qu'il faut interpeller. Je crois que, voilà. Joseph-Marie Elundou, vous dites que depuis que cette affaire est déclenchée, on parle beaucoup plus de police, gendarmerie, mais on ne nous dit pas l'origine véritable. Oui. Cause technique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait incendie? Il y a, nous spéculons, oui. Tout simplement. Vous savez, lorsque la Sonara est créée, elle a comme équipement des machines qui ne pouvaient pas raffiner le pétrole camerounais. Et pourtant, il y a un pétrole camerounais qui est exporté au moment où nous parlons, qui n'a pas été victime de cet incendie. Donc, il y a quelque chose qui m'a impressionné quand même sur les raisons qui peuvent faire en sorte que les gens créent une entreprise qui en réalité ne raffine pas un produit local qui existe, mais qu'on importe quand même un produit de même nature. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que c'était sûrement une petite boîte pour des copains. En fait, des gens qui voulaient... Soit alors, c'était une sorte de bouclier qui, en réalité, nous cache la réalité de l'exploitation pétrolière au Cameroun. Vous parlez de la Sonara, mais la Sonara ne représente pas grand-chose par rapport au pétrole produit par le Cameroun. Et maintenant, lorsque vous avez suivi M. Kouyaté, oui, il a évoqué un certain nombre de choses qui peuvent appeler une analyse géostratégique. D'après mes sources, des machines pouvant désormais raffiner le pétrole camerounais venaient d'être installées à la Sonara. Était en voie. Alors, là aussi, on peut ajouter à ça un élément nouveau. Qu'est-ce qui peut expliquer que tout cela, vous savez, le hasard, à un moment donné, n'est plus tout à fait permis. Oui. Et donc,
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'année en année, donc, ce qu'on observe, et ça c'est vraiment des enquêtes personnelles, c'est que déjà le management de l'entreprise, depuis M. Eding, a connu une déclinaison considérable en termes de qualité de management. Et il y a beaucoup de spécialistes qui sont partis de la Sonara, qui sont dans la nature et qui malheureusement ne pouvaient plus, pour des raisons de relations tumultueuses avec les directeurs généraux et tout, sont partis. Et la Sonara est donc restée un peu comme ça, exsangue en termes de ressources humaines. Et ça, vous l'avez appelé un mastodonte, pour une entreprise de cette dimension, il faut être extrêmement pointu. Ah oui. Extrêmement pointu. Et ici, je reste dubitatif. D'abord, sur le nombre de jours accordés pour cette enquête, dont les jours ont été pratiquement avalés par les enquêtes de police et de gendarmerie. Il faut une enquête technique. Et nous avons proposé une enquête technique. Mais la commission s'appelle commission d'enquête technique. Nous avons proposé une enquête technique. Avec la démarche, nous avons le document que nous avons déposé au ministère de l'eau et de l'énergie. En disant, et nous avons identifié des experts nationaux en la matière pour analyser tout le process de bout en bout. Et nous avons interrogé, mené une enquête parallèle. Je suis journaliste dans une autre ville. Donc, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on cache. Il y a une sorte d'occultisme qui se dégage dans cette affaire. Je suis obligé de le dire. Vous savez, ce pays a connu beaucoup de problèmes parce que les gens n'ont pas parlé. Il faut mettre une enquête technique à la Sonara. Parce que le gaz qui s'est échappé, tout le monde pense que c'est le gaz qui s'est échappé quelque part qui a créé l'explosion puis l'incendie. Et qu'il y a eu des défaillances au niveau du suivi. Parce qu'apparemment cela s'est passé au moment où on faisait les services, on changeait de service. Oui. Et il y a donc eu un vide là, qui est un vide coupable. Parce que c'est le process connu. Et est-ce qu'on a interrogé les boîtes des services qui sont chargés, qui font les enregistrements, etc. On ne nous a pas dit. C'est pour ça que, bon, peut-être c'est une... Donc vous trouvez que 30 jours, c'est allé un peu trop? Non, c'est allé... Pour moi, c'est court. Pour moi, d'abord, on a donné beaucoup de force aux enquêtes de police, on arrête les gens, etc. Et on fait passer... Vous savez, on aime ça, on aime faire beaucoup de spectacles. Ici, c'est quand même une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on ne se précipite pas. Pourquoi on se précipite? On dit, l'enquête de police a dit quoi? Bon, maintenant, l'enquête technique dit quoi? Est-ce que l'enquête technique, quels sont les experts? Moi, je n'ai pas vu la commission lancer un appel à manifestation pour les experts, pour appeler des experts à venir travailler avec elle. Moi, avec une équipe, nous avons identifié en 2 ou 3 jours des experts nationaux que nous avons proposé avec un process développé par ces experts-là sur comment on peut avancer pour arriver à tel ou tel résultat. Ces experts n'ont pas été interpellés ou alors appelés à suivre l'enquête. Alors, cette enquête a-t-elle eu vraiment a-t-elle eu vraiment toute la démarche de crédibilité nécessaire? D'autant plus que j'ai rencontré, je ne vais pas citer son nom, au risque de l'exposer, qui m'a dit d'ailleurs, et tout à l'heure, monsieur André-Marie a effleuré la question de la responsabilité de l'assureur. Et il ne va pas se défiler comme ça. Vous ne pouvez pas avoir la responsabilité d'assurer une entreprise de cette envergure, et puis on attend, tout le monde est dans l'attentisme, l'assureur lui-même, l'entreprise, mais l'assureur n'a pas besoin de cet argent. Comment vous expliquez ce laxisme du côté de l'assureur? D'après certaines informations... C'est pourquoi il est convoqué, lui aussi? D'après certaines informations, l'assurance court, je crois, il y a un délai
après la fin du délai formel, il y a un délai qui apparemment, mais il faut qu'il y ait des experts en assurance qui aillent relire de manière très très pertinente. Parce qu'il y a une bataille juridique, une bataille des assureurs qui devrait se dérouler là. Je peux vous donner les délais parce que... Et voilà, et nous avons d'ailleurs pensé que cette commission allait être suffisamment patiente et responsable pour, je ne dis pas qu'elle n'est pas responsable, qu'elle allait respecter l'opinion en prenant vraiment les experts sur la place qui sont là et qui peuvent de manière minutieuse, n'est-ce pas, décortiquer toute cette affaire pour rassurer tout le monde. De toutes les façons, au niveau où l'opinion est rendue aujourd'hui, les gens ne sont sûrs de rien. Hein? Tout le monde pose les mêmes questions que vous, monsieur Tout. Donc je crois que je suis à M. Elundu a vu 30 jours et 30 jours fermes. Je crois qu'il y avait également dans cette... parce que je sais qu'il a dormi pratiquement à la Sonara pendant tout ce temps. Mais je pense que 30 jours n'étaient pas suffisants et que M. Ngouté, ça ne lui coûte rien aujourd'hui de commettre une expertise technique au sens orthodoxe du concept. D'abord les délais avec vous, André Marie Dibamou. Avant les délais, je parlerai de la contre-expertise. Oui. Parce que monsieur Joseph-Marie Elundu, c'est ça, monsieur Joseph-Marie Elundu, comme le ministre de l'eau et de l'énergie. Oui, nous avons le même acronyme. Ah, super, intéressant. Donc, il évoque la question de la contre-expertise. Et elle rejoint ce que je développais quelque temps avant, c'est-à-dire que il y a une expertise qui vient du gouvernement, on va dire ça, une initiative gouvernementale. Maintenant, vous réclamez une initiative de la société, des experts, civils en quelque sorte. Oui. Et c'est de ces deux rapports que peut jaillir la vérité. Moi, je suis d'accord, j'achète votre idée. Il faut qu'à côté d'une expertise faite par des bureaucrates, technocrates, que vous connaissez d'ailleurs, parce que si vous êtes un expert, c'est que vous les connaissez tous, vous avez fait les mêmes écoles, vous avez les mêmes aptitudes, vous savez les capacités des uns et des autres. Mettez-vous ensemble et faites un rapport qui nous fasse éviter ce drame. Parce que après la Sonara, c'est à qui le tour? À la Sonnelle peut-être. Quand nos barrages que les Chinois nous font le bonheur de nous offrir gracieusement, quand ils partiront aussi, les barrages vont commencer à brûler. Le palais des congrès, il va brûler. Le palais des sports, il va brûler parce qu'on n'a pas formé des Camerounais qui demandent du boulot chaque jour, alors que ces structures sont budgétivores, alors que les administrations centrales techniques assurent, je ne veux pas dire, s'assurent un vécu auprès, aux dépens de ces structures. Donc, moi, je voudrais qu'on reste lucide. Vous avez opposé également, et je ne le dis pas pour rendre le débat personnel, mais vous êtes tellement pertinent que je suis obligé, je suis presque contraint de... Vous avez opposé les enquêtes policières aux enquêtes techniques. Oui, on ne va pas arrêter les gens, on ne va pas les mettre en prison, on ne va pas leur dire, écoutez, vous aurez dû envoyer de l'argent au type de l'assurance hier, vous l'avez fait avec 48 heures de retard, est-ce que c'est permis? Le policier, l'officier de police judiciaire ne connaît pas ces détails, lui n'est pas formé à ça, il n'a pas fait ses expertises. Il faut peut-être un procureur de la République pour savoir cela, mais un lieu de l'incendie, je veux dire que c'est une scène de crime, donc il faut que ce lieu reste inviolé. Mais aujourd'hui, si monsieur Joseph-Marie Elundu et sa commission arrivent à la Sonara, est-ce qu'ils vont trouver tout exactement à cet endroit? Est-ce qu'on a filmé? Est-ce qu'on a pris des images? Est-ce qu'il y a des caméras qui tournaient? Est-ce que... Et la compagnie d'assurance doit veiller également à cela, à ce que elle ne paye que la part qui lui est due et qu'elle ne se désolidarise pas de ce qui arrive à la Sonara en disant « vous n'avez pas versé de l'argent ». Mais c'est pas vrai. Et je vous parlais des délais tout à l'heure, mais c'est pas vrai. La Sonara n'existe pas que depuis ce matin. On peut encore comprendre que je ne sois pas crédible, qu'on n'ait pas renouvelé mon assurance maladie. Mais attendez, la Sonara quand même, c'est une mastodonte. Vous n'allez pas nous dire à la télévision qu'écoutez, vous n'avez pas versé, encore que vous ne savez pas les chiffres, hein. Tenez-vous tranquille, quand on vous les donnera, vous allez certainement sauter de votre chaise. Donc il s'agit d'énormes sous qui sont déployés chaque année à ces compagnies d'assurance sans que la Sonara ne brûle. Ça fait combien d'années la Sonara? Elle n'a pas brûlé. Je pense que pendant toutes ces années, la Sonara a payé ses risques qui ne sont jamais arrivés.
Aujourd'hui, c'est arrivé. Quelles sont ces compagnies qui ont, avec la Sonara, pendant toutes ces années, fonctionné sans jamais avoir de risque? Et c'est à ce moment qu'il peut y avoir collusion. Mais je ne suis pas mieux placé pour en parler. La justice, qui a commencé un travail incroyable et formidable, aidé par ce qu'on n'est pas renouvelé l'assurance. Dites-vous merci, parce que si on avait peut-être renouvelé l'assurance, on ne serait pas aujourd'hui à chercher des responsabilités. On aurait dit, c'est une origine technique, on s'arrête là, et terminé, n'en parlez plus à la presse. Mais vous voyez, à quelque chose, malheur nous a permis de comprendre qu'il n'y avait pas de compagnie d'assurance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Les responsabilités. Elles sont également ailleurs, il faut aller les chercher. Ok. Edmond Katé, Joseph-Marie Elundou évoquait, il a parlé un peu du problème du management. Cette entreprise, il a aussi, surtout, pour lui, il faut une véritable commission d'enquête technique. Il ne semble pas satisfait par ce qui s'est passé pendant 30 jours. Déjà, il a un problème avec cette durée de 30 jours. Il trouve que c'est insuffisant pour un travail sérieux. Dans tous les cas, pour ce qui concerne la commission d'enquête, dans tous les cas, en ce moment, le problème qui se pose, en fait, qui s'articule autour du non-renouvellement d'une police d'assurance, au cas où la police d'assurance avait été renouvelée en bonne et due forme, ça aurait posé une autre alternative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État camerounais, après avoir commis une commission d'enquête et qui ait donné ses conclusions, les assureurs allaient eux aussi procéder à une contre-expertise. Pourquoi? Parce que quand bien même il existe une police d'assurance en bonne et due forme, il faut savoir que quand on dit police d'assurance, cela couvre certains aspects et cela est conditionné et contingenté par un certain nombre, n'est-ce pas, lorsque, par exemple, il arrive un incident comme celui qui arrive à la Sonara, il faut maintenant chercher l'origine. Si c'est d'origine criminelle, par exemple, ça ne concerne pas l'assurance. Donc, l'assurance allait également, la compagnie d'assurance, avec le concours des réassureurs, parce que c'est eux qui sortent l'argent, ils allaient cette fois-ci commettre une contre-expertise pour s'assurer effectivement que, n'est-ce pas, l'incendie est d'origine naturelle, normale. Alors, maintenant, pour ce qui est du management, il faut savoir que depuis que, après le feu Eding, il y a eu Metouk. Et c'est là où les véritables problèmes commencent. Parce que M. Metouk décide quand même de révolutionner un peu les choses au sein de la Sonara. C'est lui qui ose dépoussiérer un peu le fameux dossier d'extension de la Sonara et d'installation, cette fois-ci d'une unité, d'un cracker, à même de raffiner le pétrole camerounais, le problème que vous avez posé. Et lorsque M. Metouk pose ce problème sur la table, tout de suite, la Sonara, la Total s'y oppose fermement, et cela se dénoue par la démission du directeur adjoint de la Sonara, qui était un Français, qui représentait les intérêts de Total. Il démissionne. M. Metouk s'entête. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'aval du président de la République. Il lui a dit, Excellence, il est temps quand même que nous pensions à raffiner notre propre pétrole. Pourquoi? Parce que le cracker qui est là, si on raffine notre propre pétrole avec ce cracker, on a une perte de 40%. Alors que les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent quand même d'avoir des pertes en dessous de 10%. Parce que la moyenne acceptable, c'est en dessous de 10%. La nouvelle technologie, avec les crackers qu'on a aujourd'hui, ça varie entre 3% et 5%. Alors, M. Metouk décide donc d'installer un cracker. Le cracker coûte entre 500 milliards et 700 milliards de francs. Depuis que la Sonara est installée, vous voulez me dire que la Sonara n'a jamais pu produire 500, 700 milliards de francs pour s'acheter un cracker et pouvoir raffiner le pétrole camerounais. Donc, lorsqu'il décide de lancer cette opération, la Total s'y oppose. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que ça se tient, dans la nouvelle installation, la Sonara devait pouvoir raffiner notre propre pétrole et produire enfin le problème, l'autre épineux problème que nous avons au Cameroun, le bitume. Et vous savez que le bitume,
L'exclusivité d'importation du bitume était jusqu'ici l'affaire de Total, qui importait le bitume à moindre coût au Venezuela et en Russie, parce que là-bas on trouve ça. C'est les déchets de pétrole, parce que quand on parle de bitume, les gens croient que c'est... Non, ce sont les déchets de pétrole. Alors, donc, Total qui achetait ça, je crois, au Venezuela et en Russie, et nous vendait ça ici à des prix faramineux. Et donc, on décide n'est-ce pas, M. Metouk décide d'installer cette unité et il lance les travaux d'extension. Vous savez ce qu'il est arrivé après? Il est accusé en grande pompe d'avoir détourné beaucoup de milliards de francs. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. Je crois à la fin des enquêtes, la somme qui lui est véritablement reprochée n'a jamais atteint 5 millions de francs. Je crois. Du moins, il a été condamné, je crois, pour 1,5 million, je crois. Pour une faute de gestion. Pour une faute de gestion d'1,5 million. Donc, allez chercher là où se trouve... Mais Edmond, oui. Vous posez là, vous mettez le pied sur un problème... Mais le pied dans le plat. Crucial. Voilà. Oui. Il se trouve que notre mère patrie et l'Europe en général s'opposent à l'industrialisation de nos pays. Et c'est de ça dont il est question, Joseph Marie. Donc, et il faut le dire. C'est de ça dont il est question. Avec beaucoup d'emphase. Je le dis parce que tout à l'heure, vous me permettez de chuter, il a dit que c'était une erreur. Joseph... André Marie. Excusez trop de Marie. André Marie disait le fait de n'avoir pas renouvelé le contrat avec Total, c'était une erreur grave. Que non. Le président de la République, M. Paul Biya, est resté dans sa logique, cohérent avec lui-même. Depuis 2004, il s'est totalement refusé de renouveler tous les contrats qui nous maintenaient dans une situation de néocolonie, d'enclos colonial et nous empêchait, n'est-ce pas, de nous épanouir sur le plan économique. Il refuse. En 2004, il a refusé de renouveler les contrats de défense, d'accords de défense signés en 1900, je crois, 58. Il a renouvelé de les renouveler. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, Saint-Cyr n'est plus la destination unique et privilégiée de nos officiers en termes de formation. Les armes françaises ne sont plus les uniques que nous utilisons. Et donc, il a renouvelé. Il a refusé. Il a dit, l'école polytechnique pond chaque année des cuvées énormes d'ingénieurs. Il a dit, pendant 35 ans, il y a quand même eu, Total travaillait sous, n'est-ce pas, avec l'assistance des ingénieurs camerounais, et donc il pensait que aujourd'hui, il est de bon ton que ces gens-là prennent la relève. C'est normal. C'est énorme parce que je vous ai dit, ça nous coûtait énormément cher avec l'exclusivité de fourniture, n'est-ce pas, des pièces de rechange et de tout ce qu'il fallait pour la maintenance. Donc c'était quand même assez coûteux pour nous. Donc il faut savoir que il y a des problèmes beaucoup plus complexes que les gens ne peuvent l'imaginer. Je vous ai dit, pour moi, il y a quand même une fâcheuse coïncidence que la Sonara brûle, la société de raffinage côte ivoirienne brûle, Gabon ferme et tout de suite, quelqu'un nous annonce un stock important au Togo. Ça me paraît tout ça un peu, ça sent un peu le soufre. Et puis si on va creuser très au fond, on verra que ces affaires-là se tiennent quelque part. Ok. Madame, Monsieur, nous allons donc observer une petite pause, le temps de retrouver Cédric Noufélé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous ferons le bilan des 4 ans de François-Xavier Eto'o à la tête de l'Université d'État de Douala, au moment où le nouveau recteur entre en fonction. C'est un bilan mitigé. Vous écouterez dans ce journal à la fois le personnel administratif, le corps enseignant et les étudiants dénoncer des mauvaises conditions de travail vécues ces dernières années et la feuille de route dressée par le ministre de l'Enseignement supérieur afin de désamorcer cette poudrière sur le campus de l'Université de Douala. Et nous sommes à 2 mois de la rentrée scolaire. Ce n'est que maintenant que la liste des manuels scolaires est rendue publique. Et à l'analyse de ces nouveaux manuels scolaires, il y a certains qui ont été retirés. Comment expliquer ce retard? Quelles sont les motivations qui ont conduit la commission à retirer certains manuels scolaires? Il s'explique dans le journal de 20h. Et nous parlerons également de l'élaboration du budget 2020 soumise à l'équation des multiples crises sécuritaires et économiques au Cameroun. Comment le gouvernement compte-t-il s'en sortir? Va-t-il faire exploser le compteur
du déficit budgétaire ou alors s'engager dans une austérité redoutée à la fois par les Camerounais. Nous en parlerons ce soir. Et nous donnerons les dernières nouvelles dans l'affaire Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Les juges qui s'étaient prononcés en faveur de l'acquittement ont déposé leurs exposés par écrit, près de 1500 pages, à consulter sur le site officiel de la CPI. Comment en sont-ils parvenus à se rendre compte de l'innocence de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo dans cette affaire? Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Voilà, madame, monsieur, je vous retrouve juste après le journal pour le début. Alain. Dans 2 mois, à la rentrée scolaire, vous l'avez dit, Cédric Noufelet, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires à pied d'œuvre pour rassurer les parents, on va dire ça comme ça. Rassurer les parents à 2 mois de la rentrée scolaire, une ambition, un challenge pas du tout évident à réaliser lorsqu'on sait que les années antérieures, en pleine rentrée scolaire, très peu de livres étaient disponibles dans les librairies. Et cela reste la peur des parents qui souhaitent préparer en avance la rentrée de leurs enfants. Néanmoins, vous avez suivi des responsables de la commission d'agrément du manuel scolaire qui comptent mettre tout en œuvre afin de pousser les éditeurs et les libraires à s'organiser pour une disponibilité des manuels scolaires avant la rentrée scolaire pour l'année 2019-2020. Plus que quelques jours et Christine Lagarde devra faire ses valises pour quitter le Fonds monétaire international. Elle va à la Banque centrale européenne pour diriger la politique monétaire de l'Union européenne. Après quelques années passées au FMI, vous le savez, c'est elle qui est venue au Cameroun en 2016 lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale, au moment où la dévaluation planait sous le ciel de la CEMAC, une dévaluation écartée, des programmes de redressement économique mis en œuvre dans 4 pays sur 6 dans la sous-région Afrique centrale. Et Christine Lagarde a plusieurs fois interpellé l'Afrique centrale sur la corruption qui gangrène la fonction publique et sur les enjeux de pouvoir redresser l'économie, des conseils du FMI qui n'ont pas toujours été appréciés par certains économistes. Pour autant, elle va aujourd'hui s'occuper de la Banque centrale européenne au moment où il y a cette guerre observée, guerre commerciale entre 2 grandes puissances, États-Unis et Chine, également un euro très fort qui impacte sur le franc CFA. Comment va-t-elle régler ces différentes questions qui se posent au moment où elle va être la directrice, présidente de la Banque centrale européenne? On verra comment elle va se déployer dans les tout prochains jours. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui n'en soit deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite et qui n'en soit. Retour sur le plateau et qui n'en soit, toujours en compagnie de nos invités Edmond Kuaté, André-Marie Dibamo et Joseph-Marie Elundou. Joseph-Marie Elundou, on va commencer par le manuel scolaire. Vous êtes parents, c'est une période que beaucoup de parents redoutent le changement de livre et tout ça au fil des ans. Mais ils sont sortis, ils nous rassurent quand même qu'il n'y aura pas trop de modifications cette année. Vous savez, c'est la hantise des parents en cette période. On est toujours étonnés, nous qui avons fait l'école à une certaine époque, oui, de ce que le livre soit devenu un véritable problème. Oui. Parce que moi, je n'ai pas connu de problème de livre à l'école. C'est-à-dire que nous n'avions pas cette... Vous dites que vous n'avez pas connu le problème, c'est-à-dire que vous avez utilisé les livres de vos aînés, ou bien vos cadets ont utilisé les mêmes livres que vous. Pendant des années. C'est ça, hein? Ok. Oui, vous aviez les livres du grand frère, du petit frère, et puis tout se passait normalement. Mais depuis un moment, je crois que comme c'est devenu un véritable business, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école a complètement changé d'option. L'école est devenue une affaire. Et donc, en réalité, les intérêts de l'école orthodoxe ont été relégués au second plan au profit des activités mercantilistes, n'est-ce pas, qui entourent l'école aujourd'hui. C'est dommage. Bon, mais vous savez, les choses évoluent avec le temps. Ah ouais. Je pense que nous sommes à l'ère de l'argent. L'argent Dieu, l'argent tout, l'argent qui commande tout. Donc on ne fait plus attention et on voit très bien les résultats. Le résultat, c'est que nous avons toujours ce tâtonnement. Tous les ans, il y a un problème de livre qui se pose. Mais vous savez que
ce problème, la bataille du livre, comme nous le disions tout à l'heure, est aussi une bataille stratégique de culture, de géoculture, de néoculture. On veut imposer, pendant que certains parlent d'argent, d'autres imposent une civilisation. Donc la bataille est à deux niveaux. La bataille des civilisations, le livre, que doit-il contenir? Oui. C'est le livre pour qui? Pour quel type d'enfant de demain ou d'après-demain? Et le livre, pourquoi? Ça, c'est pour le vendeur de livres. Et si vous voyez le chiffre, c'est des chiffres faramineux que le livre charrie tous les ans. C'est plusieurs milliards tous les ans. Et ce marché-là est un marché fortement discuté. Et vous savez que les producteurs ne sont pas de chez nous. Le livre est importé massivement. Et au moment où nous sommes face à un problème de devise dans nos économies, je crois que voilà une des sorties massives de devises dans la région d'Afrique centrale. C'est que si vous prenez rien que tous les pays qui ont pratiquement les mêmes fournisseurs de livres, vous pouvez comprendre... Mais le ministre Etundi avait tenté à un moment. Alors évidemment, c'est un domaine où il faut éviter de mettre le doigt. Parce que si vous vous amusez, les lobbies du livre... C'est ça qui a fait que l'entreprise du ministre Etundi ne prospère pas. Vous vous rappelez à l'époque, M. Etundi Charles, avec le CPR, oui, avait essayé de commencer à produire quelques livres. Beaucoup pensent que ça a été à l'origine l'une des raisons pour lesquelles il avait été débarqué assez brutalement du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un problème qui, une fois de plus, doit être adressé par les citoyens de manière profonde pour l'installer dans la durée, en s'interrogeant sur le plan économique, puisque le livre était devenu un bien économique. Quelle est la nouvelle politique du livre qui permettrait qu'il y ait moins de fuites de devises de notre économie? Quelle est la politique du livre qui permettrait que les contenus, n'est-ce pas, soient adaptés à une jeunesse aujourd'hui complètement désorientée, une jeunesse en mal de culture, en mal d'éducation de base, en mal même de connaissances en ce qui concerne leur pays? Vous savez que beaucoup de nos jeunes, aujourd'hui, je l'ai dit, l'une des faiblesses que j'observe, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu dans les médias, parce que j'avais décroché, oui, c'est que j'ai constaté, et je l'ai dit, que les jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui avaient 3 ans lorsque le président de la République actuel prenait le pouvoir. Et c'est eux qui veulent prendre le pouvoir, mais ils n'ont pas d'éléments de comparaison, quelle que soit leur intelligence. Et il y a eu un déficit d'écriture, de production intellectuelle d'une génération, celle à laquelle j'appartiens, qui aurait dû servir de relais pour que les jeunes s'abreuvent. N'est-ce pas? Si vous voyez ces jeunes, si vous dites à ces jeunes qu'en 82, il y avait un seul hôpital à Douala, à Kintini, qui n'était rien du tout, qui avait 3 ou 4 lycées à Douala. Bon, vous savez, ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Cela leur permettrait de continuer à demander plus, mais en connaissance de cause, en sachant qu'il y a des évolutions qui ne sont peut-être pas toutes aussi satisfaisantes. Mais, donc, il y a comme ça dans plusieurs secteurs. Et le livre devrait accompagner cette mutation démocratique. Et ce livre-là doit être un livre produit par les Camerounais, par ceux qui ont vécu le Cameroun, par ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun pour l'avoir vécu quotidiennement. Et je pense que c'est cette réflexion. Et pour cela, vous savez qu'on finance le livre. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, nous voulons avoir 10 livres cette année, d'un certain nombre d'auteurs. Voilà un jeune écrivain qui est là. Je ne sais pas s'il a reçu de l'argent pour écrire, mais il y a des budgets au ministère de la Culture. Je crois à une époque c'était même jusqu'à 1 milliard. Je ne sais pas quel usage qu'on en fait. Donc, je crois que cette question du livre, il ne faut pas seulement la voir chaque année comme étant une petite perturbation qu'on va redresser en faisant venir les livres ou alors il faut l'adresser comme une politique, toute une politique qui est liée elle-même à une mutation de notre société qui est passée d'une société de monopartisane, de dictature, de pensée unique même,
vers une politique mondialisée, vers une école mondialisée, des sociétés mondialisées, globalisées, face à de nouvelles idées, face aux nouvelles technologies, etc. Il faudrait donc qu'on reconfigure effectivement la qualité de notre livre pour que la question du livre ne soit plus tous les ans, n'est-ce pas, un problème à la limite nationale, qui perturbe les familles, qui perturbe les enfants, même son financement. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter tous ces livres. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour acheter les livres. Parce que le niveau de revenus des citoyens camerounais n'est pas suffisamment consistant pour leur permettre de se ravitailler pour des gens. Comme vous avez 3, 4 ou 5 enfants, évidemment, ça pose énormément de problèmes de budget. Donc tout cela doit être adapté pour faciliter l'accès aux livres, faciliter l'accès à l'école et faciliter l'accès à la connaissance. Edmond Kouyaté, il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir, ce qu'il y a eu l'année dernière par rapport à le livre des 5e. On a posé le problème du contenu du livre. Au-delà, à un moment, ça fait polémique. On s'est contenté de retirer les pages à problème. Et ça pose le problème. Comme disait Joseph-Marie Lundou, qu'est-ce qu'on met? Le livre pour qui? Quel but? Qu'est-ce qu'on veut imposer? Effectivement, Joseph-Marie Lundou a posé un certain nombre de questions. Le livre par qui d'abord? Oui. C'est-à-dire que qui est responsable de la production, n'est-ce pas, des programmes, n'est-ce pas, contenus dans les manuels scolaires qui sont supposés, n'est-ce pas, constituer le savoir qu'on distille à nos enfants? Qui est responsable? Ensuite, maintenant, pour qui? Là, maintenant, c'est la qualité du citoyen que nous voulons former à travers, n'est-ce pas, toutes ces connaissances-là. Et donc, lorsque vous vous rendez compte qu'en amont, par qui ça se pose, il se pose tout simplement que ce ne sont pas toujours les Camerounais qui produisent ces manuels-là. Nous savons que tout est un peu extraverti chez nous, on va toujours chercher ailleurs. Et ça rejoint un peu, n'est-ce pas, le thème de tout à l'heure, à savoir, nous avons une société qui doit, en temps normal, raffiner notre pétrole, mais nous sommes toujours dépendants de l'importation, nous allons toujours chercher un peu ailleurs et on nous explique tout simplement que c'est parce que nous n'avons pas une société, nous n'avons pas un craqueur à même de raffiner notre propre pétrole. Et donc aujourd'hui, il est totalement incongru et ma foi saugrenu que près de 60 ans après les indépendances, avec tout ce que nous avons, tout le foisonnement, n'est-ce pas, d'intellectuels formés ici et ailleurs, qu'on en soit encore à se retourner vers l'extérieur pour adresser, n'est-ce pas, la question du livre. Je me souviens, il a, n'est-ce pas, bien fait de pointer, n'est-ce pas, de porter l'index vers ses pairs qui étaient, je me souviens qu'il y avait à une époque une imprimerie nationale et donc la question de production, n'est-ce pas, de nos manuels scolaires devrait être une question aujourd'hui nationale. On devrait pouvoir se retourner vers l'imprimerie, mais vous allez vous rendre compte que des gens ont suffisamment manœuvré et c'est pour ça que j'ai dit, dans le diagnostic stratégique des problèmes du Cameroun, il faut décliner à 2 dimensions, dimension endogène et dimension exogène. Vous avez des personnes en interne qui travaillent, qui œuvrent dur pour que, n'est-ce pas, un certain nombre de choses ne se passent pas chez nous, pour que nous ne puissions pas connaître une certaine indépendance réelle. Cela se justifie aussi par des raisons pécuniaires, c'est-à-dire que ces personnes-là ont peut-être un gain particulier pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois qu'il faudrait que les gens comprennent qu'au-delà de ce qu'ils peuvent gagner, qu'au-delà du gain, de l'intérêt immédiat qu'ils peuvent tirer, ils assassinent beaucoup de choses. Il y a un génocide culturel. Lorsqu'il pose le problème, lorsque Joseph-Marie dit qu'il y a comme un vide entre plusieurs générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème, un véritable problème de repère au Cameroun. Si vous demandez aux gens de nous donner la chronologie d'un certain nombre de faits dans notre société, ils vont vous dire, mais vraiment, mon frère, c'est compliqué. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'entre une certaine génération et une autre, il n'y a pas eu de relais. Tout simplement parce que la production intellectuelle a été déficitaire. On n'a pas suffisamment
condenser un certain nombre de données historiques, à même de renseigner la nouvelle génération sur le comment et le pourquoi de certaines choses dans notre société. Donc ça nous pose un véritable problème. Vous avez posé et à dessein le problème, n'est-ce pas, du manuel scolaire de 5e, c'était le livre de sciences, de 5e à l'époque, qui, je ne vais pas revenir sur le contenu, tout le monde le connaît, nous avons décrié, nous avons dénoncé, qui était tout simplement une espèce de déconstruction, n'est-ce pas, un peu biologique, un peu culturelle, une déconstruction culturelle, n'est-ce pas, visant à inculquer, à dépraver un certain nombre de mœurs. Je ne veux pas revenir sur des terminologies qu'on avait rencontrées à l'époque, mais c'était suffisamment, n'est-ce pas, blessant, choquant pour nous autres qui avons reçu une éducation plutôt, n'est-ce pas. Donc, il y a tout ça, mais sauf que ça venait de l'extérieur. Et on nous impose ça comme ça, mais je pense que c'est vrai que certains, beaucoup sont montés au créneau pour dire c'est normal, c'est des choses qui, oui, voilà, et c'est normal, c'est par rapport au contexte. Oui, par rapport au contexte, mais je voudrais dire, mais attention, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que nous avons tous nous avons tous des petits larcins à notre bas âge qu'il faut, n'est-ce pas, légitimer le vol et dire que non, c'est normal, il faut enseigner les techniques de vol aux enfants. Pour se prémunir du vol. Oui, il faut, voilà. donc, je crois qu'il faut que les gens fassent très attention. C'est pas parce que c'est des choses qui, de manière contextuelle, nous envahissent que nous allons tout de suite légitimer un certain nombre de choses, à dire c'est normal, il faut même enseigner des techniques, des choses un peu bizarres à nos enfants. Il faut faire très attention. Il y a véritablement ce problème qui se pose. Le manuel scolaire par qui? Le manuel scolaire pour qui? Et le manuel scolaire pourquoi? Aujourd'hui, le manuel scolaire, je dis, on en a fait complètement un usage contraire qui lui a fait perdre sa vocation première. Le manuel scolaire était d'abord destiné à assurer, n'est-ce pas, le savoir, à distiller le savoir et à pérenniser le savoir. C'était ça le manuel scolaire. Et Joseph Marie le disait, nous autres, nous avons... Je ne me souviens pas que durant tout mon cursus primaire et secondaire, on avait acheté un livre neuf. Non, c'était des livres que tu trouvais que ça avait fait son temps, l'aîné avait utilisé, et celui qui suivait l'aîné avait utilisé, celui qui suivait avait utilisé. Je me souviens à l'école primaire, on avait un livre, mon livre unique de français. Je ne sais pas combien de mes aînés ont utilisé ce livre. Moi, quand je l'ai trouvé, la couverture était suffisamment solide, mais suffisamment érodée, à force parce que tout le monde avait touché, mais c'était là, ça tenait. Et je ne pense pas que j'ai été très mal formé parce que j'ai utilisé ce livre-là, au contraire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux et véritablement qu'on adresse la question du manuel scolaire avec tout ce que cela entoure et qu'on nous évite, n'est-ce pas, d'avoir à retourner un peu cela chaque année. Et ça crée un peu de psychose parce que, comme il disait, ça pose également un problème d'ordre budgétaire. Aujourd'hui, beaucoup de foyers ne sont pas à même, n'est-ce pas, de débourser le budget nécessaire pour acheter. Je dis, c'est tout un tas de livres. Lorsque vous voyez un enfant, je sais pas, oui, ça pèse, hein, c'est un peu une dizaine de kilogrammes sur le dos. Mais c'est vraiment toute une bibliothèque que l'enfant doit porter. Donc, il faudrait qu'on nous évite ça et qu'on puisse tailler, n'est-ce pas, le manuel scolaire à la mesure d'un certain nombre de paradigmes et qu'on nous évite, n'est-ce pas, tout ce qui se passe tous les ans autour de cette question-là. André-Marie Dibamou, l'année dernière, justement, comme on l'évoque ici depuis, le livre scolaire par qui il y a eu ce problème parce qu'il fallait attendre que les livres arrivent, il fallait des mois. Donc ça, les enfants, beaucoup d'enfants ont commencé l'année scolaire sans livre. Vous êtes pour que les Camerounais s'approprient à nouveau la chose? Tout à fait. Non seulement les Camerounais doivent s'approprier la chose, si par chose on entend le manuel scolaire, combien de temps, voilà, et avant de continuer, j'ai écouté des choses intéressantes sur votre plateau. Joseph Marie Lundu, qui tout à l'heure, quand on parlait de l'incendie, était extraordinaire. Sur la question du manuel scolaire, l'est encore davantage. Non seulement il a développé la dimension économique de cette affaire, mais ce qui m'a intéressé davantage, je n'allais pas dire, mais j'allais dire, et surtout ces dimensions culturelles
Et elle répond à M. Capsu qui parlait tout à l'heure d'un génocide. Captu. Monsieur. Excusez-moi, M. Captu, votre nom est tellement mélodique. M. Kuyaté, autant pour moi. Désolé, je crois que je vais m'y habituer. Alors, M. Serge-Alain Autou, il parle de génocide culturel. Mais non, la culture, elle est universelle. Et c'est pourquoi moi, je vais prendre le débat où vous l'avez laissé. C'est-à-dire au niveau de la dimension culturelle du livre. Voilà un ouvrage sur Facebook. Vous parliez de dictionnaire et de bibliothèque ambulante. Nos enfants ont plein d'ouvrages, mais un téléphone est une bibliothèque ambulante. Mais nous sommes en train d'aller vers l'universalité de la culture. Alors vous demandez, est-ce que nos prédécesseurs, les pères fondateurs, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, je sais pas moi, Léopold Sédar Senghor, ces grands écrivains, François Hollande, Henri Lopez, Alain Mabankou, ces grands auteurs, quand vous prenez mon livre unique de français, que j'ai eu la chance d'étudier moi aussi au cours moyen, deuxième année, première année, deuxième année, d'ailleurs on utilisait les mêmes livres pour deux niveaux d'études. C'est des richesses extraordinaires qui racontent l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est ça le rôle du manuel scolaire, c'est de construire une identité nationale, culturelle, qui reste même quand on a tout perdu. C'est ça la culture. Regardez ce qui se passe avec ce qu'il y a dans ces manuels scolaires. C'est l'histoire de chez nous. Vous dites, on a raconté des histoires des enfants qui font des trucs, mais on a pris des auteurs de chez nous. Est-ce que vous pensez que Gontran Damas ne savait pas que ces choses-là existaient? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas, on ne peut pas décoder dans le message de Léonora Miano qui raconte des histoires formidables? Vous avez des auteurs chinois, Achebe qui a raconté le monde à l'envers. Mais nous sommes dans le monde à l'envers. Mais le monde à l'envers a gagné un prix Nobel de littérature depuis. Il s'agit de construire ce qu'on appelle une histoire nationale. Parce que dans notre pays, malheureusement, l'État a précédé la nation. Le livre scolaire construit la nation. Le président de la République est le père de la nation. Alors on en est encore à constituer une nation camerounaise à travers un manuel scolaire. Vous parliez d'une dimension technique. Je ne vais pas m'arrêter sur la dimension technique des livres qui sont imprimés ailleurs pour des coûts. Mais vous savez combien ça coûte de produire un ouvrage ici? Voilà un ouvrage. J'en ai commis plusieurs par le passé qui ont été édités en France. Ça coûte beaucoup moins cher là-bas qu'ici, vous le savez bien. Il y en a qui vont en Turquie. La Turquie fait des prix extraordinaires. Quand vous allez en Chine, ils vous font un livre comme si à 200 francs en Chine. Vous voyez, aujourd'hui avec Internet, on a libéralisé. Ce que je veux dire vraiment pour sortir du sujet, c'est ceci. On forme des enfants, on leur donne un manuel scolaire pour répondre à un besoin culturel important. Notre besoin culturel africain aujourd'hui est celui d'uniformiser un système d'éducation. Non pas qu'il soit nostalgique d'un passé, mais qu'il s'ouvre au monde. C'est pourquoi dans ces commissions des manuels scolaires, vous avez des agences internationales. On parlait de Hier und Wir en allemand. Nous avons fait l'allemand, wir haben Deutsch geschmack, als Gymnasium. Mais pourquoi est-ce que le Hier und Wir a été remplacé par après? Peut-être parce qu'on a estimé que ceux qui on comprenait avec peu à l'époque un seul livre. Aujourd'hui, pour comprendre, il en faut plusieurs. Parce mais avant, il y avait Yaoland Dutch. Tout à fait, mais il y avait un seul manuel pour comprendre. Vous comprenez ça? On avait un livre, on comprenait le monde à son niveau et on ne voulait pas chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, l'enfant va chercher dans Internet. Moi, je crie sur Facebook. Il y en a qui vont chercher sur WhatsApp, sur Twitter. Et maintenant, puisqu'ils n'ont pas ça dans leur système éducatif, puisqu'ils n'ont pas ça, c'est pourquoi ils vont former des enfants en Europe. Vous savez ça, à la Harvard School of Law, qui vont à la London Academy School of Economics, tout ça. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, ils ne retrouvent pas cette offre-là ici. Pourtant, la demande est là. Est-ce que vous croyez que le petit de commandant qui a son smartphone est différent de l'étudiant de Harvard quand il s'agit d'analyser, je ne sais pas moi, le discours de Christine Lagarde? Il a ce discours au même moment que cet enfant. Mais il n'a pas les mêmes instruments. Est-ce que s'il rentre dans le Hier und Wir ou bien mon livre unique de français, il va trouver chez Cheikh Hamidou Khan ou chez Olympe Belli-Kenom les réponses aux questions de l'heure, aux questions actuelles, aux défis actuels de la jeunesse d'Afrique et du monde? Je pense qu'il faut régler ce problème au niveau macro. C'est pourquoi les pères fondateurs comme Kwame Nkrumah, comme Abdoulaye Wade, qui a été président de la République du Sénégal,
Ils ont pensé qu'au niveau des États-Unis d'Afrique, on trouverait une solution. Et Mandela a emboîté le pas quand il disait que l'éducation, c'est la meilleure façon de transformer une société. Notre société africaine a besoin de ces repères, mais elle a également besoin de s'ouvrir au monde. Nos manuels scolaires doivent répondre à ces doubles aspirations. D'abord, enracinement et ensuite détente vers la conquête du monde. Et c'est ce qui nous manque, la conquête du monde, l'enracinement. Vous l'avez fait, la production, c'est tous les jours avec les moyens de bord. Mais est-ce qu'on est prêt à conquérir le monde du savoir? Là est toute la question. Voilà, on va sortir avec Christine Lagarde. Edmond Kouyaté, qu'est-ce que vous retenez de cette bande? Christine Lagarde, FMI, le Cameroun. Ce que je retiens, Christine Lagarde, elle a passé beaucoup de temps au FMI, Fonds monétaire international. J'en suis toujours à me poser les questions à quoi sert le Fonds monétaire international. Si ce n'est de venir nous aider à détruire encore davantage nos petites économies, déjà très mal structurées. Je dois vous rappeler que c'est Christine Lagarde qui en 2016 est... Mais c'est nous qui sollicitons, hein, FMI. C'est un peu plus compliqué que ça, on ne les sollicite pas. C'est des choses qui s'imposent à nous, malgré nous. Lorsque Christine Lagarde arrive ici avec, à l'époque, le ministre français des Finances et nous propose deux alternatives lors du sommet extraordinaire, n'est-ce pas, des chefs d'État de la CEMAC réunis à Yaoundé, propose deux alternatives. C'est-à-dire que soit un ajustement budgétaire ou un ajustement monétaire. L'ajustement monétaire était très très difficile à avaler, c'était une pilule très amère. L'ajustement monétaire pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle la dévaluation. Donc il y avait ça et l'ajustement budgétaire qu'on appelle programme d'ajustement structurel. Donc il y avait les deux. Finalement, on nous a placés sous ajustement structurel et je rappelle que nous en sommes sortis en 2006, après 20 ans, on a passé 20 ans. Il faut le savoir, le FMI c'est un peu comme, je l'ai toujours dit aux gens, le FMI c'est un peu comme un pilote secours. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte que dans l'espace, vous avez dépassé la ligne bleue et que vous n'êtes plus à même de piloter votre avion, alors on vous envoie un pilote secours. Mais sauf que je suis toujours à me poser la question de savoir qu'est-ce que ce pilote a déjà fait dans le monde. Je n'ai jamais vu un pays qui a véritablement retrouvé son éclat économique avec le soutien du FMI. Ça n'existe pas. Cette petite structure qui avait... L'Europe a été construite par le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, pour reconstruire l'Europe, le plan Marshall et toutes ces histoires, ça marchait. Alors je vous comprends peut-être si vous dites que le plan Marshall, bon ce pour n'était pas le l'Afrique, FMI, mais que c'est pas bon. Le plan Marshall, ce n'était pas le FMI, c'était un plan spécial d'aide aux pays sortis de guerre, c'est-à-dire que les économies européennes étaient exsangues au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les économies étaient exsangues. Il y avait d'abord une bataille géostratégique entre les deux grandes puissances. L'Amérique qui avait besoin de prendre le dessus sur, n'est-ce pas, une autre idéologie et qui avait besoin d'imposer son idéologie capitaliste à l'Europe, parce que l'Amérique savait qu'en prenant l'Europe, l'Amérique avait pris le dessus sur le monde, et l'Amérique, à travers le secrétaire d'État à l'époque, M. Marshall, a décidé donc de mettre en place un plan d'aide de reconstruction non remboursable. Non remboursable, et il faut bien comprendre que c'est là où tout s'est joué. Non remboursable, la condition, c'était l'adhésion formelle à une idéologie qui était impulsée et pilotée par les États-Unis d'Amérique. Donc et qui a donné naissance au FMI et à la Banque mondiale. Et donc, aujourd'hui, quand je parle du FMI, le FMI, en tant que, n'est-ce pas, cette institution financière, je dis, il n'y a aucune économie dans le monde qui a été véritablement construite
grâce au FMI. Aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup l'appellent fonds de misère instantané et tout cela. C'est normal parce excessif que aussi. le FMI n'a véritablement aidé aucune économie à se reconstruire. Et ça, je suis péremptoire là-dessus. Donc, c'est ce que je retiens de Christine Lagarde. Aujourd'hui, pour avoir rendu de bons services, quand même, elle est récompensée. C'est même pas une... C'est une récompense pour vous? Non, non, pour moi, c'est pas... À la BCE? À la BCE, non, c'est pas une récompense véritablement. Mais il fallait bien la caser quelque part parce que c'est pas une promotion. Président directrice FMI, du FMI, c'est quand même beaucoup plus que le président. Mais au moins, elle ne va pas au quartier. Elle se retrouve quand même quelque part. Ça lui permettra, c'est quand même, comment on appelle ça, une parachute. Ça lui permet d'atterrir vraiment de manière soft, de ne pas se retrouver brutalement au quartier. Donc, Elle ne gère plus la misère du monde. Et vous, Joseph Marie Elundo, les années Christine Lagarde pour le Cameroun, qu'est-ce que vous en retenez? Vous savez, les années Christine Lagarde au FMI. Nous sommes dans le débriefing. Oui, bien sûr. Vous savez, quand j'observe les perspectives, comment le monde évolue, je me rends bien compte que, sans être un génie, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Le Cameroun a d'énormes problèmes en ce moment. D'énormes problèmes. Le pays met tout ce qu'il gagne dans les conflits de guerre au nord, à l'est, sans compter les conflits politiques internes, toute la sécurité. Mais vous constaterez que au niveau du gouvernement, tout se passe comme si tout était normal. Voilà, j'espère qu'au sortir de cette réunion budgétaire, on vient de nous annoncer qu'il n'y a pas de devise. En réalité, il faut décréter l'état d'urgence économique au Cameroun. C'est-à-dire véritablement prendre des réformes fortes. Vous avez vu tout à l'heure un banquier qui vient parler d'ouvrir une petite maison de, comment il appelle ça, de PME. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre des réformes qui poussent les banques à jouer leur rôle. Parce que nos banques vivent sur des rentes financières importantes. Il y en a qui payent toute la charge fixe avec les commissions et les agios. Donc ils ne recherchent plus à la bataille financière qu'impose une économie de notre nature. Donc, peut-être vous nous inviterez une autre fois pour qu'on en parle. Oui. Il y a la question des titres de l'État. L'État du Cameroun n'a pas de signature. Vous avez un bon de commande de l'État, ça ne signifie rien du tout. Ça ne vous ouvre pas les portes d'une institution financière. On redoute même ces titres-là. Il y a des choses comme ça. Quand vous regardez l'agriculture dont on parle, quand vous regardez, vous avez entendu parler du cacao qu'il faut transformer. Ça, c'est un problème. Ça, c'est l'un des secteurs stratégiques qu'aujourd'hui le Cameroun peut maîtriser parce que c'est l'un des produits pour lequel le Cameroun peut réclamer toute son autonomie parce que les producteurs sont des Camerounais, des nationaux. Okay. Et donc, je ne comprends pas. J'ai l'impression que tout le monde, les gens s'asseyent avec des costumes là et ils se mettent à raconter des histoires. Voilà, la réforme budgétaire et puis les populations ont besoin de ci, de ça. Où sont les réformes? La friperie, on continue à importer. Est-ce qu'on fait dans le textile? Est-ce qu'on part dans la manufacture en arrêtant toute la brocante qui entre ici? Le Cameroun a produit des réfrigérateurs, des climatiseurs, des cuillères. On ne peut pas importer tout ce dont on a besoin au quotidien. Des cuillères. Même nos parents avaient des cuillères en bois. Il me semble quand même qu'il y a un sursaut économique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en politique, le tout politique a pris le dessus sur l'ensemble du débat. Et alors que le pays est en train de s'enfoncer progressivement. Oui, rapidement, on sort de l'émission avec vous, quelques secondes. Oui, je voudrais souhaiter bon vent à Christine Lagarde, qui va rejoindre ses nouvelles fonctions à l'Union européenne, à la Banque centrale. Je pense que c'est une bonne promotion. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait pour
maintenir l'équilibre mondial monétaire. Malheureusement, les difficultés que nous relevons avec nos copanélistes ici persistent. Les économies nationales sont un peu ont leur réalité et que à un moment donné, le FMI, je suis d'accord, doit faire peau neuve pour s'adapter à ces réalités. Elle a été créée dans un contexte des années 1945 avec la Banque mondiale, l'ONU et tout le reste. Au sorti de la guerre, il fallait construire. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de construire. Donc, il s'agit aujourd'hui de parler des questions d'autoproduction, d'autoprise en charge, parce que la forme d'assistance à laquelle des États étaient soumis a montré ses limites. Et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut faire un saut dans le vide, il faut oser changer, il faut avancer. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Edmond. Merci André-Marie. Voilà, merci Joseph-Marie. Merci, ce sera toujours avec plaisir que nous reviendrons. Ok, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinoxe Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Nkoldongo.